Et coucou mes petits poussins, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qu'il me tenait à cœur de faire parce que c'est un mélange de deux choses qui me passionnent dans la vie, à savoir les livres et Friends. Si vous suivez l'actualité pop culture de plus ou moins loin, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'information qui nous a appris la mort de Matthew Perry, qui est l'acteur qui a prêté ses traits, sa voix et son inimitable bonhomie, bonne humeur et ses fêlures à Chandler Bing, l'un des personnages principaux de la série Friends pendant plus de 10 ans. Et même si je suis la première à reconnaître qu'il se passe des choses bien plus dramatiques et terribles dans le monde à l'heure actuelle, ça me tenait à cœur de laisser une trace sur la chaîne de cet événement parce que Friends occupe une place toute particulière dans mon cœur. C'est une série que j'ai découverte sur le tard grâce à mon amie Clarisse qui m'a appris à aimer ces personnages, à aimer cet humour, à aimer cette ambiance. Parce qu'avant elle, je trouvais ça très niais, très crétin et terriblement futile. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu un repère indispensable dans ma vie. C'est la série que je passais en boucle pendant toutes les nuits où j'étais prise d'insomnie parce qu'il me fallait un bruit de fond pour essayer de m'apaiser et j'avais juste l'impression que c'était des amis que je connaissais bien qui parlaient entre eux pendant que je m'endormais sur le canapé à côté, vous voyez un petit peu ce genre de soirée. Et ben Friends c'était ça pour moi. Et il y a tellement d'arcs narratifs et de sujets qui peuvent nous parler à tous et à tous à différents moments de notre vie. Quand je suis tombée enceinte, quand j'ai fait une dépression, quand j'ai fait un burn-out, quand je me cherchais un peu en tant qu'individu, j'ai toujours trouvé un personnage et des situations avec lesquelles entrer en résonance et c'est à ça que je voulais rendre hommage aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai concocté un petit tag des familles, même si je sais que c'est un format totalement démodé sur Booktube, je m'en fiche, je me fais plaisir. J'avais envie d'associer des livres à la série, donc ce que j'ai fait c'est que pour chaque saison, il y en a 10, j'ai isolé un titre d'épisode qui m'a permis de tirer quelques mots-clés ou une idée générale conductrice, et je vais y associer un roman et un graphique. C'est donc pas moins de 20 recommandations littéraires que je vous propose dans cette vidéo, dans la joie et la bonne humeur, et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Et parce que la série n'aurait absolument rien à voir sans Central Perk, ce café douillet et un peu miteux dans lequel nos personnages passent leur journée à traîner, c'est l'occasion pour moi de vous glisser tout à fait à propos quelques mots du sponsor de la vidéo qui n'est autre que Ava & May. Oui, parce que si vous voulez faire les choses bien jusqu'au bout et vous plonger dans l'ambiance de la série en dégustant les recommandations que je vais vous présenter dans un instant, je ne peux que vous conseiller de le faire aux côtés de deux de leurs nouveautés qui sont des produits en édition ultra limitée et qui sont tout à fait adaptés, puisque je vous présente l'une de leurs derniers nés, à savoir la Maxi Bougie Vienne qui met en scène des arômes de café, de noisettes et de caramel, de quoi transformer votre intérieur en un coffee shop plus vrai que nature avec des effluves enveloppantes, corsées et réconfortantes. Quand vous en avez plein les bottes après une journée de travail, vous l'allumez et vous serez tout de suite propulsé dans une atmosphère chaleureuse. Vous pourrez vous imaginer que vous êtes en train de siroter un café, un latte, un mocha, un cappuccino avec vos personnes préférées sur Terre pour débriefer de cette journée bien chargée. Et si jamais vous voulez signer pour absolument tout ce que je viens de dire, mais que vous êtes plutôt amateur ou amatrice de chocolat, alors la Maxi Bougie Coco Slash est faite pour vous puisque vous allez y retrouver des notes de fève tonka, de chocolat et de caramel. Une fois encore, les packagings sont sublimes, vous allez avoir des heures et des heures et des heures de combustion et de bonheur à profusion devant vous, donc le plus dur ce sera encore de choisir. Et si jamais le coffee shop que vous êtes en train de vous représenter dans votre tête est un petit peu plus discret et que vous vous arrêtez davantage sur l'image un peu ombragée, feutrée, élégante, très enveloppante et ressourçante, vous pouvez également vous diriger les yeux fermés sur le diffuseur de parfum Club Noé 0.1 qui nous propose des effluves de jasmin, de cèdre et de safran. Pour moi ça sent vraiment les vieilles tables, les endroits feutrés, chaleureux, un peu une ambiance pub léchée dans lequel il fait bon vivre. Je sais pas vous mais moi je m'y vois déjà et c'est le pied. Une fois n'est pas coutume, je pense que le plus dur ça va être de choisir, donc pour épargner vos porte-monnaies et de vous permettre de vous faire plaisir au maximum et pourquoi pas d'anticiper vos cadeaux de Noël parce que mine de rien la deadline est gentiment en train de se rapprocher et que certaines des éditions limitées ont des stocks un petit peu réduits, c'est le moment de craquer et pour ça je vous propose le code promo offre Prada qui vous offre 60% sur l'intégralité du shop, donc c'est vraiment l'offre la plus intéressante que j'ai pu vous proposer depuis le début de mon partenariat, de ma collaboration avec la marque, donc merci beaucoup à eux. Et en plus de ça, ça vous donne également droit à 20% sur les calendriers de l'Avent que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo et qui sont de retour en stock. Donc si vous voulez des petits cadeaux à recevoir tous les jours pendant presque un mois, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens, tous les éléments en barre d'infos. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus, en ce moment, c'est les Single Days qui sont un peu le pendant des Black Fridays. Donc il y a plein de réducs et de promos et d'offres exclusives à retrouver sur le site. Donc si j'étais vous, j'irais quand même jeter un œil, au cas où, on sait jamais.
Et maintenant qu'il y a plein d'effluves de café qui se baladent dans tout mon appartement et que je me crois vraiment à Central Perk, c'est le moment d'attaquer. Donc on va démarrer avec la première saison, le premier épisode sélectionné qui s'appelle Celui qui pétait les plombs. Et pour lui rendre hommage, je dois vous parler de ma pire lecture. Oui, parce qu'il faut dire qu'en lisant autant, je ne peux pas toujours tomber sur des pépites et que parfois ça fait du bien d'en parler histoire de cracher un peu son venin, d'évacuer et de passer à autre chose. Pour cette question, pas de graphique, mais plutôt deux romans. L'un qui a été un réel traumatisme scolaire et l'autre une crise de nerfs spontanée déclenchée par l'un des pires livres qu'il m'ait été donné de lire. On ouvre le bal avec le traumatisme qui m'a été valu par Belle du Seigneur de Albert Cohen, qui est un classique indétrônable, je pense qu'on ne le présente plus. Cette histoire d'amour un peu torturée entre Ariane, une jeune femme de noble condition qui a une confiance assez aiguisée en ses capacités de séduction et de sa valeur en tant qu'être humain, et Solal, un jeune homme qui confond peut-être amour et instinct de chasse et envie de destruction. En soi, le projet littéraire, je le trouve très intéressant et Albert Cohen a un vrai talent de metteur en scène et de créateur d'intériorité. Mais peut-être que le Gus est trop talentueux parce que je les ai tellement sentis et entendus et je les ai tellement détestés que j'en faisais des cauchemars la nuit, en particulier Adrien Deum qui est le fiancé d'Ariane et sa mère Madame Deum qui a une élocution absolument insupportable qui est très bien retranscrite dans le texte et sans mentir j'entendais sa voix nasillarde et au perché pendant mon sommeil donc j'ai fini par l'abandonner même si c'était une lecture obligatoire pendant mon cours de stylistique en L2, c'était un véritable calvaire et il fallait que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Et l'autre livre dont je tenais à parler, je ne sais même pas comment j'ai trouvé la force morale de le terminer à l'époque, mais c'était un bouquin qui m'avait été envoyé par les éditions Scrinéo, qui s'appelle La Ligue des Malfaisants Héroïques, et je serais incapable de vous dire de quoi est-ce que ça parle, parce que ça fait quelques années que je l'ai lu, et que je n'ai plus le livre en ma possession, et que j'ai même pas eu envie de faire l'effort intellectuel d'aller chercher un résumé sur internet. Par contre, je peux tout à fait vous lire l'avis livre addict que j'avais rédigé à chaud après avoir fini le bouquin, qui disait ceci. Un récit parodique qui s'inspire de tout, ne raconte rien et ne renouvelle aucunement le monde du fantastique. Je me suis ennuyée dès le 3e chapitre. L'écriture est fade et maladroite, l'humour tombe à plat et manque clairement de finesse, les personnages ne sont que des coquilles vides, l'intrigue est inexistante, en dépit des péripéties car tout s'enchaîne sans queue ni tête, en vain. Donc déjà, avis plutôt défavorable, je crois que je vais coller un 8. En plus, cerise sur la pomponnette, chose que je ne mentionne pas dans mon billet, c'est qu'après avoir enduré maints tourments pour avoir le fin mot de l'histoire, j'ai été très déçue parce que non seulement c'est une fin ouverte, mais pire que ça, l'auteur a fait preuve d'une telle paresse et d'une telle idiotie qu'il a laissé des pages blanches de carnet en disant « Maintenant que tu es arrivé là, que tu as tous les éléments, invente ta propre fin. » Mais qui fait ça? Eh bien non monsieur, je vous invite plutôt à aller vous faire dorer le cul sur une poêle à frire. Et bisous bisous. Donc c'est bien, dès la première question, je romps la promesse que je vous avais faite de vous proposer 20 recommandations puisque j'attaque direct avec des livres que je n'ai pas aimés. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper avec la question suivante puisque on passe à la saison 2 et à l'épisode qui s'intitule Celui qui détestait le lait maternel. Et pour coller à la thématique de l'épisode, je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter des lectures qui secouent, qui remettent un petit peu en cause les questions de genre. Et parce que visiblement j'en ai aucune parole alors que c'est quand même moi qui ai créé le concept, je vous présente non pas un roman et un graphique, mais deux graphiques. Voilà. Et en même temps, l'un d'eux est une adaptation en BD d'un roman, donc ça compte plus ou moins, non? On se rassure comme on peut. L'adaptation en question, ça avait été un immense coup de cœur dont j'ai eu la bonne idée de vous parler sur la chaîne à un moment ou à un autre, mais c'était il y a très longtemps, donc je vous remettrai ça dans la petite fiche ainsi qu'en barre d'infos si vous voulez voir mon avis beaucoup plus à chaud, beaucoup plus étoffé parce que c'était juste après avoir refermé le livre. Et il s'agit du Cœur des femmes qui est à la base un roman de Martin Winkler et qui a été adapté et mis en dessin par Aude Mermillot et publié aux éditions du Lombard. Dans ce merveilleux roman graphique, on suit l'histoire de Jean qui est major de promo et interne à l'hôpital et qui rêve de devenir chirurgienne, sauf qu'elle va débarquer dans un service de gynécologie en consultation auprès des patientes et ça ne lui plaît absolument pas. À ses yeux, elle est trop brillante pour perdre son temps à écouter les jérémiades de ces femmes qui viennent se confier pour des problèmes qui n'ont absolument aucune justification et aucune valeur à ses yeux. Donc c'est un personnage assez détestable, mais son point de vue et ses certitudes vont doucement évoluer au contact de ces femmes, mais aussi du docteur Karma qui chapeaute l'unité dans laquelle Jean est en train de faire son internat. Et c'était bouleversant d'humanité, de justesse, de tendresse, c'était déchirant par moments parce qu'on va aborder les violences gynécologiques, on va aborder le rapport au corps, des histoires personnelles parfois dramatiques, tout en questionnant avec beaucoup de finesse et de doigté le rapport patient-soignant. C'est une merveille.
Et petite confidence à titre tout à fait personnel, j'ai adoré le roman graphique qui a été un immense coup de cœur et je n'ai jamais réussi à venir au bout, ne serait-ce que du premier tiers du roman parce que l'héroïne était trop insupportable et que ça prenait trop son temps. Je dis ça, je dis rien. Et l'autre ouvrage graphique que je trouve très malin et qui devrait être diffusé à large échelle, il s'agit de Pénis de table de Cookie Calcaire qui est publié aux éditions Steinkiss et qui reprend un petit peu le concept des vidéos tour de table entre mecs qui a été démocratisé par Ben Nevers. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à y jeter un œil très chaleureusement parce que c'est hyper intéressant. Et là on part sensiblement sur le même schéma puisque un chapitre va être consacré à une discussion entre potes autour de la masculinité, de la sexualité, du rapport au corps, et ça libère la parole, ça dynamite beaucoup de stéréotypes, c'est émancipant, c'est drôle, il faut le lire et l'offrir, c'est impératif. Glissons jusqu'à la saison 3 et à l'épisode qui me fait toujours beaucoup rire qui s'appelle Celui qui ne supportait pas les poupées. Si jamais vous avez la référence et que vous visualisez Gladys qui veut sortir de son tableau, c'est pépite, c'est la pire croûte de l'univers et si un jour quelqu'un devait m'offrir un tableau comme ça, je pense que je le brûlerais, je ne ferais preuve d'aucun tact. Cet épisode était hilarant, moi je l'aime beaucoup et pour lui rendre hommage, je vais quand même me concentrer sur la figure de ce tableau absolument ignoble créé de toutes pièces par Phoebe. C'est pour ça que je vais vous présenter un livre qui fait flipper ou qui met mal à l'aise. Bah quoi, vous vous réveillez pas tous les matins avec une envie de vous mettre bien dans le mal avec vos lectures? Je comprends pas. Non mais promis, faites-moi confiance, ils sont pas glauques pour être glauques. Il y a toujours un propos pertinent derrière ou une ambiance toute particulière qui vaut quand même le coup d'être découverte. Et je vous montre ça tout de suite. On attaque avec le roman que j'ai eu l'occasion de vous chroniquer il y a moultes années sur la chaîne, donc pareil, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil, mais je ne pouvais pas ne pas mentionner Cadavre exquis de Augustina Basterica, publié aux éditions Flammarion. C'est de la science-fiction contemporaine qui imagine qu'un virus est venu éradiquer toute forme animale sur Terre. Il n'y en a plus un seul nulle part, et comme l'espèce humaine est un petit peu désespérante et qu'elle n'apprend pas de ses erreurs et que même mise au pied du mur, elle a du mal à renoncer à ses petits privilèges, à ses petites habitudes, et bien plutôt que de renoncer tout bonnement à la viande animale puisqu'il n'y en a plus en stock, les scientifiques se mettent plutôt au clonage humain qui va permettre de créer une sous-espèce humaine qui va être uniquement élevée et exploitée pour être consommée. Charmant, n'est-ce pas? Je pense que vous avez très envie de vous faire une petite tranche de fessier de la rouquine qu'on voit sur la couverture. Et bon appétit, hein. Oui, je vous avais prévenu, on est sur du glauque, d'autant que le récit va suivre un homme qui travaille dans les abattoirs et qui va isoler, récupérer un spécimen de sous-humaine et qui va l'enfermer chez lui. C'est très dérangeant parce qu'en plus le style est froid et chirurgical, ce qui est parfait pour servir la narration et qui nous offre une réflexion très pertinente sur le spécisme et notre rapport au vivant. Et même si ça fout un petit peu les boules, je l'ai trouvé très pertinent. Et pour le graphique qui met mal à l'aise, on va glisser dans le domaine du fantastique fantasy avec Le Dernier Quai, qui est écrit par Nicolas Delestré. Et au fil des pages, on va suivre Émile, qui est un majordome gérant d'un hôtel, qui se trouve dans un territoire qui est à la jonction de la vie et de la mort. C'est-à-dire que certaines personnes qui ont trépassé vont atterrir dans son hôtel et être placées sous ses bons soins pour guérir et réaliser petit à petit qu'ils sont décédés pour pouvoir doucement entamer leur voyage de l'autre côté. Et ce qui commence comme un récit un peu bucolique parce que cet hôtel est niché en haut d'une falaise au bord de la mer, c'est un cadre plutôt joli, Émile est très minutieux, il prend soin de ses hôtes, on va doucement glisser vers l'horreur parce qu'il y a quand même une règle qu'il ne faut jamais rompre, c'est que si les âmes n'acceptent pas qu'elles sont mortes et ne rentrent pas dans le processus, petit à petit elles vont dégénérer et finir par devenir des entités un peu démoniaques qui hantent les lieux. Et c'est un savant mélange à mes yeux entre Sous la porte qui chuchote de TJ Klune pour le côté espace entre deux où on fait le deuil de sa vie pour aller vers l'au-delà, on est pris en charge dans un endroit qui est censé être réconfortant, mais il y a quand même une part d'ombre, et une patte définitivement Ghibli avec des entités un peu purulentes, vous voyez, qui dégoulinent, qui font froid dans le dos. C'était à la fois très émouvant et dérangeant comme lecture, donc si l'ambiance vous parle, je vous conseille de lui donner sa chance. Passons à la saison 4 et l'épisode hilarant qui s'intitule Celui qui avait les menottes. Et pour lui rendre hommage, je vous propose de vous parler de la dernière lecture qui m'a emprisonnée, qui m'a tenue en haleine, que j'ai dévorée de façon frénétique, ou à laquelle je ne pouvais plus cesser de penser, même une fois le livre refermé. Et là aussi je fais les choses bien puisque vous avez le roman et le graphique, mais dans les deux cas, vous avez de la lecture en perspective si ça vous tente. Je vous préviens tout de suite.
Faut dire que si vous êtes assidu sur la chaîne, je pense que le roman ne sera une surprise pour absolument personne, puisque je vais vous parler des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Pour faire très bien les choses, il faudrait d'abord que vous attaquiez par la saga L'Assassin Royal de la même autrice, mais ça peut quand même se prendre indépendamment parce que jusqu'à présent, j'ai aperçu des fils ténus, mais clairement si j'avais pas découvert l'histoire de Fitz, ça m'empêcherait pas de comprendre. Et en plus l'histoire est dingue, est incroyable, c'est tellement bien écrit et il y a des évolutions de personnages qui sont époustouflantes. Et puis l'idée de base est géniale puisqu'en gros on va suivre toute une série de personnages qui gravitent plus ou moins autour de Terrilville, qui est une cité marchande qui a fait fortune grâce au commerce sur la mer. La ville est chapeautée, dirigée par les familles de marchands qui sont les notables les mieux établis parce qu'ils ont ce qu'on appelle des vives-nefs, qui sont des vaisseaux animés et qui leur permettent de remonter un fleuve totalement impraticable autrement. Et c'est passionnant parce qu'une vive-nef ne peut prendre vie, ne peut s'animer que si 3 personnes de générations successives de la même famille meurent sur le pont du navire qui a été fabriqué en bois sorcier. Donc je vous laisse imaginer toutes les implications émotionnelles, le système de magie, mais aussi la politique, l'économie et tout ce qu'on peut construire et tricoter à partir de cette idée de base. Et c'est absolument remarquable. C'est un récit de piraterie dépaysant, bien rythmé, qui est fouillé mais sans être gênant. Pour moi, je trouve que c'est un univers aussi tangible et aussi bien ficelé que le Seigneur des Anneaux, mais sans le côté âpre et rustre où on doit se taper 90 pages sur telle tradition, sur tel peuple, sur telle chose. C'est hyper complet sans être bourratif et en plus de ça, on sent que c'est écrit par une femme parce que les personnages féminins ne sont pas en reste, ils sont nuancés. C'est pas uniquement des godiches ou des femmes ultra fortes qui sont complètement caricaturales et auxquelles on peut pas s'identifier. C'est du génie et il faut absolument lire Les Aventuriers de la mer. Et si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, je pense que vous commencez à me cerner. Vous savez que j'aime l'émotion, vous savez que j'aime le tranche de vie, quand on prend son temps, le doudou, le cosy, le réconfortant. J'ai toujours les mêmes mots qui reviennent en boucle pour qualifier mes lectures parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait vibrer. Mais parfois, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau, je fais une rencontre, une découverte qui me rend vorace et avide de boyaux, de sang, de tripailles, de drames, de meurtres et de scènes absolument sordides. Et c'est ce qui s'est passé un beau jour. En suivant les conseils de mon amie Léa, je me suis lancée dans une série de mangas qui m'a rendue totalement frénétique et accro. Je ne pensais plus qu'à travers elle, je ne vivais plus que pour elle, je mangeais presque avec un goût de ferraille dû à l'excès d'hémoglobine que j'ingérais en quantité industrielle pendant le visionnage et la lecture de ce manga. Et je vous parle bien entendu de l'Attaque des Titans. Et je sais pas si je vais vous faire l'affront d'un résumé parce que c'est tellement un monument, une sommité dans le milieu que ce serait presque un affront de penser que vous ne connaîtriez peut-être pas. Mais si vous avez un peu mon profil de lecteur et de lectrice, peut-être que vous n'avez jamais osé, que vous vous êtes dit c'est pas du tout pour moi, mais tentez l'aventure, tentez l'expérience, parce que c'est un sacré voyage. En gros, l'Attaque des Titans, c'est l'histoire d'une humanité qui a été retranchée dans une cité-état cachée derrière un mur d'enceinte gigantesque, parce que au-delà, il n'y a plus rien, ce n'est que la désolation et des terres abandonnées aux titans, qui sont des êtres gigantesques et affamés de chair humaine. Donc vous imaginez bien que cet espace confiné, clos, avec une grosse menace derrière, ça peut difficilement tenir sur le long terme et je ne vous en dirai pas plus. Il y a du drame, il y a de la politique, il y a du combat, il y a des réflexions sur l'armée, sur la royauté, sur les mensonges, sur la figure de l'État. C'est aussi beaucoup de réflexions sur l'amitié, sur les liens, sur la loyauté, sur qu'est-ce qui nous fait tenir en tant qu'humanité quand tout semble vain, quand tout semble perdu. C'est haletant, c'est prenant et peut-être que la version manga est un petit peu âpre parce que moi je suis rentrée dans l'univers par l'animé qui est extraordinaire, mais quand je suis arrivée au bout des épisodes qui étaient disponibles, il me restait une dizaine de tomes que je me suis empressée de dévorer, ça ne m'était pas arrivé depuis des années en manga. Donc si jamais vous cherchez quelque chose d'addictif, de sanglant et d'hyper bien ficelé, l'Attaque des Titans coche toutes les cases. Avec tout ça, nous voilà rendus à la saison 5 et j'ai sélectionné l'épisode qui s'appelle Celui qui sauver des vies. Et là, le titre est assez clair. Je dois vous parler d'un livre que je dégaine ou que je conseille dès qu'il y a un coup de bout, que ça va pas, qui a besoin de se remonter le moral. Donc si jamais autour de vous tout est gris, que plus rien n'a de saveur et que vous avez le moral au fond des chaussettes, n'hésitez pas à dégainer Des vies en mieux de Anna Gavalda et en particulier la deuxième nouvelle, puisqu'on va suivre un jeune homme qui, au cours de la même soirée, va se faire larguer par sa copine et invité à dîner par le couple de voisins qui l'a toujours beaucoup intrigué et il ne se passe quasiment rien
d'autre que ce que je viens de vous dire, puisqu'on va assister au voyage interne, au chamboulement que représente ce dîner avec ces deux personnes pour notre protagoniste. Je trouve que c'est d'une douceur, d'une poésie et d'une bienveillance folle. J'ai envie de vivre dans cette cuisine, j'ai envie de connaître ces gens qui ont une vision de la vie tellement unique et tellement sereine et tellement sincère qu'elle va avoir un impact direct et instantané sur le quotidien de notre narrateur. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une expérience littéraire à s'offrir quand rien ne va. Et là, il y a une chance sur deux pour que vous me voyez venir avec mes gros sabots, parce que si vous cherchez un graphique lumineux et solaire pour vous réconcilier avec la vie, il faut dégainer Irayasumi de Keigo Shinzo qui publie aux éditions du Lézard Noir. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers, en diagonale, à l'envers, tout ce que vous voulez. Je pense que j'ai utilisé tous les mots possibles et imaginables pour vous faire craquer, mais comme je considère qu'une bonne campagne de propagande ne doit jamais s'essouffler, je vous en remets une petite couche puisque vous allez suivre le quotidien de Hiroto, 29 ans, qui va hériter d'une petite maison dans Tokyo suite au décès d'une grand-mère avec qui il s'était lié d'amitié, et sa petite cousine va débarquer en ville pour s'installer avec lui, histoire d'attaquer ses études en fac d'art. Et c'est un quotidien adorable, il y a des hauts, il y a des bas, mais globalement c'est une très belle fresque du quotidien. C'est solaire, un petit bonbon, un rayon de soleil qui vient vous chatouiller le nez quand vous vous réveillez après une bonne nuit de sommeil. Vous devez faire rentrer Irayasumi dans votre vie. C'est compris? Est-ce que le message est bien passé cette fois? On enchaîne sur la saison 6 avec l'épisode Celui qui s'était drogué, et je dois vous parler du livre le plus bizarre, le plus biscornu, le plus étrange qu'il m'ait été donné de lire. Et non, promis, je ne vais pas citer Vita Nostra parce que je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo d'il y a 15 jours, donc il faut savoir se renouveler dans la vie. Même si ce serait un excellent choix, on va pas se mentir. Je vais aborder cette question avec le graphique en premier, parce que si vous me dites lecture bizarre qui ressemble à un mauvais trip, je ne pouvais pas ne pas citer Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, puisqu'on va y suivre Lubin, un artiste qui fait partie d'une troupe itinérante le soir et qui se contente d'un petit job alimentaire dans la journée, et sa vie lui convient plutôt bien, il s'en satisfait, jusqu'à un matin où il va se réveiller et se rendre compte qu'il a totalement oublié, fait l'impasse sur la journée qui vient juste de s'écouler. Il n'en a aucun souvenir, et pourtant il est sorti de chez lui, des gens l'ont vu, il a interagi avec eux, mais il n'en garde aucune trace. Et ce phénomène va se répéter de plus en plus fréquemment et de plus en plus longtemps, et c'est le récit d'une intériorité qui se délite, d'un garçon qui perd complètement pied et le contrôle sur tout un pan de sa vie. C'est à la fois haletant, passionnant, terrifiant et stressant. Cette lecture m'a mise dans un tel état de nerfs que j'ai pleuré à chaudes larmes en refermant la dernière page, et que si on m'avait proposé un petit Lexomil, j'aurais pas dit non. C'est vous dire, il m'a fallu un petit moment pour m'en remettre, mais c'était magistral et tout le monde devrait découvrir le travail de Timothée Le Boucher. Et je suis ravie de m'être créé l'opportunité de vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, totalement désarçonné, un petit ovni dans son genre. Il s'agit de Porte perdue, qui est le premier tome de la série Les Enfants Indociles, écrit par Shannon McGuire et publié aux éditions Pygmalion. Et dans cette série de romans, on va suivre des enfants qui ont été recueillis par Eleanor West dans une école très particulière, puisque chaque étudiant a un profil tout à fait atypique dans la mesure où ce sont des enfants qui ont atterri à un moment ou à un autre dans un univers parallèle, dans un monde à part, complètement fantasy, complètement fantastique, et qui en ont été expulsés de façon plus ou moins violente et volontaire. C'est un peu comme si Alice au Pays des Merveilles revenait sur la terre ferme et se retrouvait dans un internat avec Harry Potter qui aurait été éjecté du monde des sorciers, avec la fratrie Pevensie qui aurait été extradée de Narnia, vous voyez un petit peu le topo. Donc comment se réapproprier la réalité, comment faire face quand on a été remodelé à l'image d'un monde dont les règles les plus élémentaires et les plus fondamentales n'ont rien à voir avec celui dans lequel on se retrouve projeté. C'était sombre, c'était macabre, c'était unique, c'est une super lecture à découvrir. Mes chers amis, nous arrivons enfin à la saison 7 et à l'épisode que j'ai sélectionné qui s'appelle Celui qui portait des lunettes, et je me propose de vous présenter un livre qui a eu un impact sur ma façon de percevoir le monde, qui a changé de façon plus ou moins drastique ma vision du monde. Pour une fois, j'ai choisi 2 livres de non-fiction, à commencer par un livre de développement personnel, chose que je ne vous présente jamais sur la chaîne parce que c'est pas vraiment ma tasse de thé. Par contre, il y en a un qui a eu un réel impact sur ma façon de percevoir beaucoup de choses dans mon quotidien, et il s'agit de L'Art de la Simplicité de Dominique Leroux. C'est une femme qui est partie vivre au Japon pendant des années et qui s'est beaucoup inspirée de ce mode de vie nippon beaucoup plus essentialiste, moins dans la consommation à outrance, avec moins d'objets à la maison, avec moins de choses pour s'encombrer, parce que déjà les espaces au Japon sont beaucoup plus restreints
restreint, beaucoup plus réduit. Donc ils n'ont pas du tout le même rapport à l'ameublement, à l'aménagement intérieur par exemple, mais ça explore aussi notre relation à la culture, à la nourriture, à l'habillement, à notre façon de consommer, à ce qu'on fait de notre argent, de notre temps, de notre attention. Et ça m'a beaucoup impacté. Il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie depuis que j'ai rencontré ce livre, donc ça fait quelques années maintenant. Donc si jamais, à l'heure où on consomme plus que jamais, alors que la décroissance semble être un peu la seule alternative possible pour la survie de l'humanité, si ce sont des thèmes qui peuvent rentrer en résonance avec vos convictions, avec vos envies pour les temps à venir, n'hésitez pas à lui donner sa chance. Et parce que justement quand j'essaie de visualiser, de réfléchir à l'avenir, j'oscille entre désespoir abyssal et optimisme qui semble ne reposer sur pas grand chose, je tenais absolument à vous présenter une bande dessinée que j'adore, que je trouve très importante et dont on ne parle absolument pas. Il s'agit de Tout va bien, enfin ça va aller. C'est un roman graphique en 2 tomes qui traite de la collapsologie, sur la surpopulation, sur l'appauvrissement des ressources et notre besoin de revenir vers plus d'essentiel. Donc ça met en scène la fin de notre société telle qu'on la connaît, mais sans nous plonger dans un univers à la divergente, hyper dystopique. Au contraire, c'est plein d'optimisme, c'est plein d'humanité, c'est très solaire parce que ça nous prouve que même en devant faire différemment et avec moins, on peut très bien s'en sortir et inventer de nouveaux schémas et au contraire y retrouver plus de sens. Donc si jamais vous vous sentez un petit peu submergé par tout ce qui se passe, que vous avez envie d'y réfléchir mais sans faire grimper en flèche votre éco-anxiété, c'est vraiment de très bons ouvrages. Et sur cette note hyper optimiste, on va passer à la saison 8 avec l'épisode Celui qui avait fait courir la rumeur. Et pour coller au titre, j'ai envie de vous parler d'une pépite dont on ne parle pas assez à mon goût. J'attaque sur les chapeaux de roue avec une pépite que j'aime de tout mon cœur et qui mérite tout l'amour possible. Il s'agit des Fleurs de Grand Frère qui est écrite par Gaëlle Guenillet et publiée aux éditions Delcourt. C'est une histoire très courte, très rapide, mais très émouvante, qui va mettre en scène 2 frères dont l'un, un beau matin, va commencer à avoir des fleurs lui pousser sur la tête, ce qui va intriguer, rebuter ou attirer certaines personnes dans son entourage, et c'est une très belle histoire parce que chacun y mettra ce qu'elle a envie de voir. Moi je l'ai perçu comme une invitation à embrasser ce qu'on est réellement sans craindre le regard des autres, donc c'était une merveilleuse fable que je vous invite très chaleureusement à découvrir à votre tour. Et la deuxième recommandation que j'ai envie de vous adresser, il faut presque que je me fasse un petit peu violence parce que c'est lié à quelque chose de très intime pour moi. Mais j'ai très envie de vous inviter à découvrir le travail de Camille Ansaume, qui est une autrice française qu'on connaît assez peu et qui a une plume remarquable que je trouve très unique, très belle, très percutante. Et là, je vous montre le seul livre physique que j'ai d'elle. Il s'agit de Un tout petit rien, qui est le premier par lequel je l'ai découverte et qui nous livre l'histoire d'une jeune fille qui se découvre enceinte et qui ne sait pas si elle a envie d'être mère ou non. C'est toute une réflexion, un chemin intime entre le choix de la maternité ou non, de l'envie de recourir à l'avortement ou non, et de toutes les émotions contraires et violentes qui peuvent saisir une femme au moment de faire un choix pareil. C'était très puissant quand j'ai découvert ce texte il y a plus de 15 ans, ça m'avait complètement mis sans dessus dessous, donc je ne peux que vous pousser très amicalement à vous pencher sur son travail, parce qu'elle a aussi écrit un très beau roman qui s'appelle Ma Belle, qui questionne le rôle, la figure de la belle-mère, et l'autre roman que j'avais lu d'elle, malheureusement je me souviens plus du titre, mais c'était sur une histoire d'amitié entre 2 jeunes filles, et pareil c'était très beau, avec une plume à nul autre semblable, donc Camille Ansaume à noter quelque part. On arrive à l'avant-dernière saison qui est donc la 9e, et j'ai choisi l'épisode qui s'appelle Celui qui était le plus drôle, parce que j'ai envie de vous parler de livres qui m'ont fait me bidonner, même si je ne suis pas du tout le genre de lectrice à me gosser à voix haute, c'est hyper rare. Je vais rire intérieurement, je vais sourire, je vais éventuellement pouffer, mais je serai à mon maximum, et pourtant je trouverais le texte très caustique. C'est pareil au cinéma, pour me faire hurler de rire, il faut au moins être le dîner de con ou le prénom, sinon c'est pas la peine. Ah oui, parce que je ne vous ai pas précisé que je suis en revanche très réfractaire au genre de la parodie. En général, ça tombe complètement à plat avec moi. C'est d'autant plus étonnant du coup que je vous présente Backgammon, qui est écrit et dessiné par Juliette Fournier et Jean-Gaël Dessart et publié aux éditions Achilleos. C'est une création française et c'est une parodie très adulte, très contemporaine et très pince sans rire au vitriol des Pokémon. Donc si comme moi vous avez été très fan de ces petites bébêtes dans votre enfance, dans votre adolescence, et que vous avez envie de traîner un peu votre enfance dans la boue tout en y prenant un plaisir monstre, Backgammon est fait pour vous. On va y suivre les péripéties d'un jeune garçon qui n'a pas du tout envie de devenir dresseur de Backgammon, sauf que sa mère l'a assez vu, elle veut qu'il quitte la maison pour avoir la paix. Elle va donc le lancer sur les routes à l'aventure, où il va rencontrer des personnages tous plus déjantés les uns que les autres, et tous les objets du quotidien ont été détournés de
de façon hilarante pour devenir les backgammon. Vous avez des backgammon pâtes, rouleaux de papier toilette, petites culottes, poissons panés et j'en passe. C'est très bien pensé et hyper savoureux. Bref, la coincée de la rigolade littéraire et cinéphile que je suis vous invite à découvrir Backgammon. Et pour le roman qui m'a beaucoup fait rire, alors là, j'ai excavé une vieillerie de ma bibliothèque que j'ai lue il y a au moins 20 ans, sans mentir, je pense qu'il y a au moins 20 ans. J'en garde un excellent souvenir, d'autant que je l'avais passé à ma mère qui avait trouvé ça hilarant aussi. On avait suivi les tomes qui étaient sortis ensuite. Bref, une très bonne découverte, mais je ne sais pas comment ça a vieilli, je ne sais pas ce que j'en penserai avec mon regard de lectrice adulte et plus éveillée et plus aiguisée que j'ai aujourd'hui, mais j'avais adoré Comment trouver la femme idéale ou le théorème du homard, qui est écrit par Graeme Simsion et publié aux éditions Pocket. Et je ne me souviens plus du tout du nom des personnages, mais on suit Don Tillman, qui est sans doute le mec le plus psychorigide du monde. Il a une façon de faire, des procédures pour absolument tout, et il a décidé de trouver une femme, sauf que l'amour, quand on est hyper contrôlant, c'est très compliqué, et il va croiser presque malgré lui, j'ai envie de dire, la route de Rosie, qui est une jeune femme solaire, débonnaire, et l'exact opposé de l'ordre et de la rigueur, et les deux qui n'ont donc visiblement rien à faire ensemble vont petit à petit déteindre l'un sur l'autre pour notre plus grand plaisir. J'avais trouvé ça truculent et je trouve qu'il avait tout particulièrement sa place dans cette vidéo parce que pour moi, le personnage un peu psychorigide et très procédurier de la série, c'est Monica, qui va s'adoucir et réussir à créer une très belle histoire avec Chandler, qui est loufoque, qui vit davantage en dilettante. Donc je trouve que ça fait plutôt bien écho et je vous conseille ce petit roman. Et ça y est, nous voilà rendus à la fatidique saison 10, la toute dernière de la série. Et pour ce faire, j'ai pas cherché plus loin. Je me suis contentée de prendre le titre du dernier épisode qui s'appelle Ceux qui s'en allaient, qui me fait pleurer des litres et des litres et des litres de larmes à chaque fois que je le visionne. Donc pour lui rendre hommage, j'ai bien envie de vous parler de livres qui parlent d'amitié. Parce qu'un tag littéraire sur Friends qui ne parle pas d'amitié, il y aurait eu comme un raté. En plus, comme la vie est bien faite, ça me permet de vous parler de l'une de mes dernières lectures qui m'a beaucoup plu, même si elle n'était pas parfaite. Bref, je vous la montre et on déblatère après. Il s'agit de Demain et demain et demain de Gabrielle Zévin, publié aux éditions Fleuve. Dans ce roman, on va suivre le destin de Sadie et Sam qui vont devenir très amis après s'être rencontrés à l'hôpital puisque Sam est hospitalisé suite à un terrible accident de voiture qui lui a broyé le pied et Sadie va faire sa connaissance pendant qu'elle déambule un énième après-midi dans les couloirs de l'hôpital parce qu'elle rend visite à sa sœur qui est malade. Les deux enfants vont sympathiser autour des jeux vidéo et ils vont nouer une amitié très forte, très solide qui va pourtant se distendre subitement suite à un événement. Ils vont se perdre de vue pendant des années et se retrouver sur le quai du métro complètement par hasard. Et cette rencontre va tout bouleverser parce que leur amitié n'est pas la seule chose qui va redécouler de cette nouvelle rencontre. Ils vont ensemble créer des jeux vidéo, ce qui va bouleverser leur vie tout entière et c'est une magnifique fresque sur l'amitié dans ce qu'elle a de plus beau, de plus éclatant mais aussi de plus tragique. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que c'est un chemin de vie, on va les suivre de l'enfance jusqu'à quasiment la quarantaine, dans les bons moments comme les plus terribles, que ce soit dans les tourbillons créatifs ou les passages à vide terribles, dans la santé, la maladie, le drame, les amours, les engueulades, la gestion d'une entreprise, la richesse, la pauvreté, le handicap, la douleur, l'émotion, le travail, bref. C'est un feu d'artifice, c'est une vague et j'ai adoré ce roman pour plusieurs aspects. Sam et Sadie sont des personnages tellement bien écrits, tellement complexes, auxquels on s'attache profondément mais qui parfois peuvent nous décevoir comme de vrais amis dans la réalité de tous les jours. Et en plus, cette ambiance de création autour du jeu vidéo va engendrer tout un tas de réflexions sur l'aspect technique mais aussi philosophique de cet univers du gaming, de la création, de la narratologie et je me suis régalée. C'est pas un coup de cœur parce que la fin du roman m'a un peu plus laissé sur la touche parce que je l'ai trouvé plus rocambolesque et mélancolique que le reste, donc ça m'a moins émue, mais pour autant c'est un très beau livre qui parle d'amitié de façon sublime, ni trop fantasmé, ni trop dramatique, c'est bien dosé et c'est magnifique. Et lecture peut-être moins intense d'un point de vue émotionnel mais quand même très inspirante, je ne pouvais pas ne pas mentionner Peace Mémé de Cathy Bor qui est publié aux éditions d'Argo, qui nous raconte le quotidien de 4 amis un peu au bout du rouleau, ou en tout cas qui sont à un tournant, qui auraient envie d'apporter du changement dans leur vie et qui suite à une soirée de beuverie vont décider de se lancer dans le projet fou d'ouvrir un espace qui serait à la fois
café, restaurant, librairie, salle de yoga et atelier de réparation de vélo. Un lieu de vie chaleureux, protéiforme où on pourrait se retrouver pour partager ensemble une bonne bière, un bon bouquin, un bon moment. Et on va les suivre dans toutes les étapes de la réalisation de ce projet, dans les écueils ou les réussites. Et ça donne envie d'être audacieux à son tour. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo qui regroupe deux de mes passions les plus chères dans la vie vous a plu. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires et s'il vous plaît à répondre aux questions. J'ai très hâte de voir quels sont les livres qui vous sont venus à l'esprit. N'hésitez pas non plus à me raconter s'il vous plaît, si vous le souhaitez, quel rapport vous entretenez avec Friends. Est-ce que vous détestez? Est-ce que comme moi c'est quelque chose de très important? Est-ce que vous trouvez ça passé, daté? N'hésitez pas à me dire tout ça. J'ai très hâte d'échanger avec vous. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!